Matinale, des leaders éclairés, avant bien sûr, nos vacances que nous attendons tous avec impatience. Il y en a peut-être déjà qui nous écoutent alors qu'ils sont, en vacances. Donc, bienvenue à tous et à toutes pour cette matinale. Bienvenue à notre invité Pascal Berger aujourd'hui, Bonjour, ancien CEO de Six Sense. Donc, bonjour Pascal, bienvenue dans cette matinale. merci. Je vais remercier, comme je le fais chaque fois, nos partenaires parce qu'ils sont très fidèles depuis le début des matinales, c'est-à-dire il y a 3 ans quand on a commencé à faire ces matinales. Que ce soit FIPLUS, association pour les financiers, que ce soit Femmes Ingénieurs qui, je sais, sont très assidus et nous suivent très, très régulièrement et communiquent autour de nos événements. Lyon Décideur, le magazine qui nous aide effectivement aussi à avoir un rayonnement plus régional puisqu'on est originaire de Lyon et puis la BPO Rhin. Donc voilà, merci à tous ceux-là. Encore une fois, ce ne sont pas des sponsors. On a l'habitude dans le podcast d'avoir des sponsors, mais ce sont des gens qui gratuitement nous aident parce qu'ils ont des convictions, parce qu'ils veulent faire justement rayonner le leadership et ce que nos dirigeants portent. Donc voilà, ils contribuent à ça. Je vais me présenter rapidement. Vous expliquer les actualités de la Fabrique des leaders éclairés pour savoir où est-ce que vous êtes aujourd'hui et qu'est-ce que c'est que la Fabrique et pourquoi ces matinales-là. Et ensuite, bien sûr, je laisserai la parole à Pascal qui nous expliquera comment est-ce qu'il est passé, comment il va nous parler de transformation culturelle, de comment bâtir une entreprise fédérée à partir d'entités autonomes. Donc, sujet très intéressant. Donc, ce sera vraiment un use case, c'est quelque chose de vécu. Donc, j'espère que vous en repartirez toutes et tous avec des pépites, avec de l'énergie, puisque c'est le sens de ces matinales. Donc, pour me présenter, je suis Muriel Montagnier et je dirige et j'ai créé mon cabinet qui s'appelle HMR Consulting depuis maintenant 14 ans. Et nous aidons les dirigeants à réussir leur transformation en alignant la vision, l'organisation et les pratiques terrain grâce à un accompagnement sur mesure, puisque c'est notre ADN, en conseil, en formation et en coaching. Donc, ce sont les 3 leviers qui, une fois combinés, nous permettent d'accompagner les transformations avec nos clients. En conseil, qu'est-ce qu'on fait? On challenge la vision. Il y a 3 éléments essentiels. Challenger la vision, sécuriser et accélérer l'exécution, c'est quand même l'objectif. Repenser le modèle, ça veut dire quoi repenser le modèle? Ça veut dire réfléchir à la finalité de l'organisation. On parle de raison d'être là-dessus, par exemple, mais pas que. Ça veut dire revoir la gouvernance et le pouvoir, remettre en question les structures pyramidales. Est-ce qu'elles sont toujours adaptées à l'environnement dans lequel on vit? Et vous nous en parlerez, Pascal, aussi. Explorer plusieurs formes de distribution de décisions. Est-ce qu'on fait une gouvernance partagée? Est-ce qu'on est sur le modèle sociocratique, holacratique, etc. ou pas? Les modes de travail et l'organisation, le leadership et les postures managériales et enfin la culture et les valeurs. Donc c'est tout ça que l'on repense quand on repense le modèle. Et puis quand on parle d'aligner structure et culture, eh ben, c'est faire en sorte que l'organisation fonctionne de manière cohérente. C'est-à-dire que les valeurs qu'on a affichées, la raison d'être qu'on a, elles soient vraiment vécues sur les pratiques terrain, que les processus et les outils viennent soutenir réellement les comportements attendus et que les managers aient la marge de manœuvre, que le terreau soit favorable, puisque le leadership, c'est le terreau, la posture et les compétences pour faire vivre ces stratégies. Donc voilà, et puis que bien sûr que l'organisation, les procédures, les processus, les reportings, les rôles, ça ne freine pas l'agilité dont on a besoin aujourd'hui, la coopération et la prise d'initiative. Voilà ce qu'on accompagne quand on travaille sur le conseil. Et puis quand on travaille sur les compétences, puisque la formation nous permet justement de mettre en œuvre et de faire monter en compétences, on est plutôt sur de l'expérientiel, du sur-mesure. Et les thèmes, bien sûr, c'est, vous les devinerez, le management, le leadership, les soft skills, la vente et la relation client. Voilà, et pour le 3e pilier, qui est un pilier encore plus dans l'humain, on redescend dans l'individu et le collectif, c'est un pilier de coaching, donc avec des exécutifs coachs qui accompagnent à la fois le collectif, les comités de direction ou les individus, pour ancrer les postures et puis faire émerger les potentiels de tout un chacun. Voilà ce qui est aujourd'hui HMR Consulting. Et au sein d'HMR Consulting, en 2019, donc c'est plus récent, j'ai créé la Fabrique des leaders éclairés pour 2 raisons essentielles. La première, c'était que justement, à force de faire des transformations dans les entreprises, je m'aperçois que si le terreau n'est pas favorable, si la culture, et Pascal, ce serait le sujet d'aujourd'hui aussi, n'est pas favorable, ben, c'est difficile de mettre en œuvre la stratégie, c'est plutôt un frein qu'un facilitateur. Et la deuxième raison, c'est que vous n'êtes pas sans savoir qu'on est quand même passé d'un monde compliqué à un monde VUCA, VICA ou banni maintenant,
et donc de plus en plus complexe. Et dans ce monde-là, l'environnement ayant changé, le leadership doit aussi se réinventer et on doit changer le logiciel en fait. Donc ce qui veut dire que pour changer ce logiciel, ben, je me suis dit, ben, il faut que tu aides les top managers, et il faut qu'ils aient un espace dédié dans lequel on va pouvoir justement expérimenter de nouvelles pratiques, expérimenter de nouvelles compétences et pouvoir justement avoir un logiciel qui soit adapté à notre environnement. Donc la fabrique des leaders éclairés, c'est cet environnement-là, dans lequel on a trois piliers, un pilier de coopération, de croissance et d'inspiration. L'inspiration, c'est ce que vous allez vivre aujourd'hui avec les matinales. Donc, en ce qui concerne les actualités, on va recevoir, donc là on va faire la pause estivale, bien méritée, et puis on va recevoir, et là je l'ai su très récemment, Didier Lacroix, que je vous expliquerai comment je l'ai rencontré quand on se verra le 26 septembre. Donc Didier Lacroix, pour ceux qui ne suivent pas forcément le rugby, il est à la fois chef d'entreprise, et il est surtout président aussi du Stade Toulousain. Il nous expliquera comment on peut travailler sur un leadership durable et engager le collectif pour rester performant, parce que le club a fait vraiment depuis performant, ils sont numéro 1 depuis des années, donc c'est aussi difficile de pouvoir maintenir l'engagement quand on est leader, comme on fait. Donc voilà. Et puis le 24 juillet, j'animerai une masterclass de 12h30 à 14h30 qui est gratuite, sur laquelle vous pouvez vous inscrire et qui parlera de transformation avec 2 clés essentielles majeures pour anticiper et lever les freins, les résistances au changement. Donc voilà, les actualités de l'inspiration, sur le pilier inspiration, c'est celle-ci. Sur le pilier coopération, bien, je vous invite, si vous le souhaitez, que vous êtes dirigeant et membre d'un comité de direction, à vous inscrire pour assister à une séance de Codev le 25 septembre de 12h à 14h en visio. Donc, vous pouvez aller sur le site de la Fabrique des leaders éclairés et vous inscrire à venir dans le cercle. Et puis, si vous êtes DRH, c'est le 26 septembre de 12h à 14h, pareil en visio. Et là, le principe du Codev, c'est qu'on est 10 autour de la table. Il y a une personne qui met le caillou dans sa chaussure, vous savez, la problématique qui vous empêche de dormir la nuit, et les autres l'aident à la résoudre. Donc c'est vraiment apprenant, c'est vraiment aidant, et ça permet de faire grandir tout le monde, puisqu'en général, ça résonne pour tout le monde. Voilà les séances de Codev, et ça permet de découvrir ce que c'est que les clubs des leaders éclairés, pour éventuellement suivre l'aventure avec nous après. Voilà ce qui en est de l'actualité de la fabrique. Donc, pour reprendre, Pascal, je vais expliquer peut-être comment on s'est rencontrés, parce que j'aime bien donner du sens avant de vous présenter à ce qu'on ait fait. Justement, eh bien, on se le disait tout à l'heure, ça fait 2 ans. On s'est rencontrés lors d'une masterclass que j'ai animée justement sur la spirale dynamique et sur les transformations et sur les outils qui accompagnent ces transformations culturelles et managériales. Et on s'était eu, et je crois que vous nous expliquerez que ça a fait un petit chemin chez vous, ça a planté une petite graine, et vous l'avez utilisé pour vos transformations. Vous expliquerez comment, Pascal, vous l'avez fait, entre autres. Pour vous présenter, vous êtes bâtisseur de ponts entre technologie et transformation. Vous êtes ingénieur de formation, Pascal. Vous avez commencé votre carrière aux États-Unis dans l'acoustique sous-marine, avant d'évoluer vers des postes de direction dans l'industrie automobile, industrie exigeante aussi, puis dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures, dans des petites sociétés comme Alstom et General Electric. Donc, et puis en 2018, jusqu'à récemment, vous avez dirigé Sixense, qui fait partie de Vinci Construction, donc aussi, pareil, une petite entreprise, en y déployant des technologies de pointe pour la surveillance des ouvrages. Vous êtes quelqu'un qui est visionnaire et passionné d'innovation, très ouvert effectivement c'est pour ça que vous assistiez justement à la masterclass aussi, je me souviens, parce que vous alliez chercher de l'inspiration, aller chercher des choses, et vous êtes ouvert à ça. Vous accompagnez aujourd'hui les transformations des organisations et des marchés. Est-ce que c'est ça, Pascal, et vous pouvez le compléter si vous le souhaitez? Non, c'est exactement ça, et en particulier le lien entre l'innovation, les ruptures sur les modèles et la manière dont les entreprises fonctionnent, avec tout ce que vous expliquiez tout à l'heure, les aspects, je dirais, associés à la culture de l'entreprise, au mode de fonctionnement et au comportement des équipes, qui est finalement la racine du succès pour une entreprise qui doit quand même être dans le bien-être pour pouvoir bien faire. C'est bien, c'est une belle phrase en plus. Alors, comme ça se passe, je rappelle les règles du jeu en fait. C'est sûrement pas une conférence que Pascal va nous faire. C'est un échange.
Donc voilà, et puis un échange tripartite. J'ai l'habitude de dire que c'est comme une partie de billard. Donc ça veut dire dans cette partie de billard, ceux qui effectivement sont en direct live aujourd'hui et qui nous écoutent, j'espère qu'ils nous entendent bien, peuvent interagir avec Pascal par le biais du chat. Et puis moi, je reprendrai la balle au bon pour la retransmettre à Pascal et pour justement lui transmettre les questions que vous vous posez en direct live au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à lui poser toutes les questions que vous auriez envie de lui poser. C'est le moment. Et il se fera un plaisir d'y répondre, je le sais. Alors, je vais me permettre je fais le premier essai, on va dire ça comme ça, et je lance la première balle avec la première question. Quelles ont été, lorsque vous avez repris Sixth Sense, vos premières convictions pour transformer un ensemble d'entités indépendantes en une entreprise alignée avec une vision commune? Pourquoi vous avez fait ça? Alors peut-être en premier lieu, pour les personnes qui assistent, ça vaut le coup que je reprécise un petit peu le contexte dans lequel ce projet a été initié. Moi, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai rejoint Vinci Construction fin 2018, donc il y a presque 7 ans, 6-7 ans. Et le projet avait déjà été lancé par, à l'époque, le PDG de Vinci Construction, qui avait eu une vision. Il avait trouvé au sein de Vinci Construction, donc je rappelle juste un point, Vinci Construction et le groupe Vinci, c'est à la base, c'est une constellation de petites entreprises. Chez Vinci, dans le monde, je crois qu'il y a 3000 entreprises, si je ne dis pas de bêtises. Chez Vinci Construction, on doit être à 1200, 1500 entreprises autonomes et indépendantes qui fonctionnent chacune sur leur territoire. Il y avait un motto, un slogan historique chez Vinci qui était, on n'utilise plus trop dans ces formes-là, mais un chef d'entreprise, un territoire, une spécialité. Et à partir de là, chaque entreprise chez Vinci est maître de son destin, de sa stratégie et de son développement. Et donc, l'ancien PDG de Vinci Construction, il y a un certain temps, avait repéré qu'au sein de l'écosystème de Vinci Construction, il existait un certain nombre d'entreprises d'ingénierie très spécialisées sur des marchés de niche qui avaient toutes en commun de mettre en œuvre des technologies de pointe, souvent des technologies liées à des logiciels métiers historiques pour accompagner le secteur du BTP, c'est-à-dire à la fois la construction des ouvrages, des routes, des bâtiments et des infrastructures, mais également leurs opérations et leur maintenance. Et l'idée, c'était de regrouper toutes ces entreprises pour accompagner, j'allais dire, le changement qui se précisait il y a un peu moins d'une dizaine d'années autour de la transformation digitale, Donc, il y avait un vrai, très, très gros challenge pour une entreprise de construction de rentrer dans le monde du digital qui est, je dirais, à 180 degrés, à l'opposé l'un de l'autre, qui sont à l'opposé l'un de l'autre à 180 degrés. Je crois qu'on dit que le BTP est le secteur le plus en retard, entre guillemets, sur le digital, et c'est normal parce que je pense que pour passer du marteau-piqueur à l'ordinateur, il y a quand même un très, très, très long chemin. Donc moi, je suis arrivé dans ce contexte au sein de la division sol étanche Fraissinet de Vinci Construction pour rassembler ces entreprises. Il y avait 7 entreprises en France, chacune spécialisée sur son marché, et une quinzaine de filiales à l'international. Donc, ça faisait un ensemble d'environ une vingtaine d'entreprises, on va dire. On appelle ça, au sein de Sixth Sense, on a appelé ça les BU, les Business Units, mais ce sont chacune des entités légales indépendantes qui, et ça c'était très marquant quand je suis arrivé, c'était des entreprises qui, il y a 15 ans, 20 ans, 25 ans, avaient imaginé de nouveaux services en mettant en œuvre ces nouvelles technologies de l'époque et qui, en fait, plus ou moins à leur échelle, en France ou à l'international, étaient devenues toutes leaders de leur marché. À la fois leaders techniques et leader en termes de part de marché. Et donc, l'idée, c'était de rassembler ces entreprises autour, j'allais dire, de 2 sujets clés. Comment leur permettre de travailler en synergie pour offrir des services plus complets et qui correspondaient mieux aux attentes des clients et du marché, et comment passer le cap du digital d'aujourd'hui, avec toutes les infrastructures cloud et tout ce que l'on connaît sur les nouvelles technologies. Mais pour des équipes qui, à la base,
viennent, je le rappelle, des travaux et de l'ingénierie et de bureaux d'études donc dans le bâtiment. Donc il y a vraiment un projet à la base qui était un projet visionnaire, mais fondamentalement la problématique était la suivante, c'était pourquoi changer? Les techniques et les procédés dans le BTP ont très peu évolué depuis très longtemps. Par rapport à d'autres secteurs, c'est un secteur qui a été très peu disrupté, si on peut dire, même s'il connaît des cycles disruptifs, mais ce sont plus des cycles économiques que vraiment des changements de modèle ou des changements de technologie qui viennent changer la donne sur la manière de faire. Donc, un secteur qui est peu enclin au changement et des entreprises qui, par habitude et par leur histoire, travaillent totalement en silo, de manière totalement autonome et de façon indépendante les unes des autres, avec chacune leur propre marque, leur propre nom d'entreprise, qui avait fait le succès de leur histoire. Voilà, donc quand je suis arrivé, le projet avait été lancé déjà depuis 1 an, 2 ans. Il avait été incubé sous une forme d'incubation. Donc la marque Sixense avait été créée, mais en fait, derrière, le groupe et la cohérence de cet ensemble n'avaient pas encore pris corps. Donc, par rapport à la question que vous posiez, quelles ont été mes premières convictions? Mes premières convictions étaient de comprendre, ce qui allait permettre aux gens, j'allais dire aux équipes de management, d'adhérer au projet. Et je me suis rendu compte assez vite que pour un certain nombre de patrons de ces entreprises, pour certains d'entre eux, si je suis un peu caricatural, ils ne comprenaient même pas pourquoi aujourd'hui ils étaient chez Sixense plutôt que dans la division dans laquelle ils étaient avant. Donc il y avait vraiment cette question de pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Ça, c'était la première conviction, qu'il fallait absolument définir une cause commune, un projet commun, et ce projet devait être attrayant et embarquant pour les managers. La problématique de changement, elle ne se situait pas du tout au niveau des collaborateurs sur le terrain, qui, eux, finalement, avaient tous un job, avaient tous une activité à mener, des clients à servir et des projets à réaliser, mais elle se situait vraiment au niveau des chefs d'entreprise. Alors, les BU managers, on les appelle aussi des chefs d'entreprise chez Vinci, au niveau des chefs d'entreprise qui avaient opéré toujours de manière totalement autonome, qui étaient maîtres de leur entreprise, et tout à coup, ils se retrouvaient sous la tutelle d'un groupe inconnu, dont le nom ne signifiait absolument rien, et avec une vision qui était quand même une vision très, j'allais dire, high level, qui ne venait pas du terrain, mais qui venait plutôt du top management de Vinci Construction. Donc, la conviction, elle a été là, c'était comment définir un projet dans lequel tout le monde trouve sa place et comment rendre ce projet attrayant. Alors, pour que tout le monde trouve sa place, c'était finalement la base de la base, c'était de prouver aux BU managers ou aux chefs d'entreprise qu'ils garderaient la maîtrise de leur business, qu'ils restaient maîtres de leur stratégie et de leur développement. Et finalement, le groupe Sixense était là pour leur apporter quelque chose qu'eux-mêmes n'étaient pas capables, à l'échelle de leur entreprise, de mettre en œuvre. Soit parce qu'il fallait créer des synergies et des offres nouvelles en s'associant avec d'autres business units, en France ou à l'international, soit en se transformant, et ce n'était pas l'un ou l'autre, c'était un peu les deux, en se transformant avec le digital. Comme je le disais, les services de ces entreprises étaient très fortement structurés autour d'anciens logiciels métiers qui avaient 20-25 ans, et donc il fallait naturellement passer au nouveau modèle, au modèle SaaS. Il fallait monter des infrastructures cloud. Il y avait des investissements technologiques qui étaient très, très conséquents à mener. Ces investissements, il fallait les mener pour le compte de toutes les entreprises, mais chacune de ces entreprises ne pouvait pas le faire. Donc, on a créé une BU dédiée au développement de solutions logicielles, au développement du digital, qui avait une double fonction d'accompagner les autres BU dans leur métier, la transformation de leur métier, et en même temps, en s'inspirant des métiers des autres BU de Sixense, proposer de nouveaux services et de nouvelles solutions dans le digital. Donc, on a créé un petit peu cet ensemble, et la clé, c'était de faire en sorte de ne pas être trop radical en se disant on va vers de nouvelles technologies, vers le digital, et quelque part sacrifier le vieux pour le neuf. La clé, c'était de remettre le business historique au centre du jeu et le transformer
sans finalement changer les fondamentaux et l'ADN de ces business existants. Donc, si je comprends bien, Pascal, ce que vous nous dites, la première marche, d'abord, c'est d'avoir cette conviction-là qu'en fait, voilà, que c'est nécessaire, en tout cas, de le faire, de faire ce mouvement. Et puis, de convaincre, c'est-à-dire de dire, enfin, ou de convaincre, ou que les gens qui sont partie prenante, c'est-à-dire les patrons de la BU, carrément ceux qui étaient, et qui pouvaient peut-être, qui pouvaient avoir des fortes résistances parce que ça fait partie des biais cognitifs, de statu quo. Pourquoi changer alors qu'on fait toujours on a toujours fait comme avant, et ça fonctionne, puisque vous avez dit qu'ils étaient leaders, donc ça veut dire que c'était même pas c'est pas une question de, on sait tous que c'est plus facile de changer quand les choses vont pas que quand ça va bien. Donc c'est quel est le gain en fait, qu'est-ce que j'y gagne? Et alors comment vous avez réussi à trouver qu'est-ce que j'y gagne en fait pour qu'ils voient juste par rapport à ce qu'ils allaient perdre, qu'est-ce qu'ils allaient, vous savez, qu'est-ce qu'on y gagne et qu'est-ce qu'on y perd, c'est toujours l'équilibre et ce qui nous fait avancer et motiver. Alors, c'était vraiment ça le sujet, la problématique, c'est pour les responsables de BU, c'est qu'est-ce que j'y gagne. Et en fait, c'est ce que j'évoquais brièvement tout à l'heure, c'est qu'en fait, entre le monde du BTP et le monde du digital, il y a plus qu'un fossé, il y a un océan. Et donc, le qu'est-ce que j'y gagne, c'était leur montrer en quoi la nouvelle technologie et le digital allaient pouvoir leur permettre d'offrir de nouveaux services et de nouveaux business. Et au début, pour être clair, les gens plus ou moins comprenaient le concept, mais n'y croyaient pas forcément. Donc, j'ai démarré tout de suite par, j'allais dire, un état des lieux avec la vingtaine de chefs d'entreprise qui formaient à la tête de chacune des BU. Et là, on a fait un inventaire, j'allais dire, de ce qui marchait et de ce qu'on voulait améliorer. On n'était même pas dans ce qui ne marchait pas, parce que finalement, il n'y avait pas de choses qui ne marchaient pas. C'était passer à une autre étape du projet. En faisant cet inventaire, il est ressorti assez clairement que, ce que je disais tout à l'heure, certaines des BU n'avaient pas les moyens de leur transformation. Donc, on a annoncé un plan stratégique, j'allais dire autour de 3 axes, qui était la construction d'un asset technologique, d'une plateforme digitale au service de l'ensemble des business, mais pour que ces business puissent basculer, exercer leur métier au travers de cette nouvelle plateforme, de cette nouvelle infrastructure digitale, il fallait que ces business changent leur manière d'aborder leurs services pour les clients, changent leur business model d'une certaine façon. Et en même temps, il fallait qu'au sein du groupe, les BU se mettent à fonctionner différemment, c'est-à-dire qu'au lieu de faire tout seul, se reposer sur les autres pour faire ensemble. Et les différentes BU ne se connaissaient pas. Donc, il fallait en plus créer cette confiance mutuelle entre les différents responsables d'entreprise et les différentes… Donc, j'ai beaucoup joué sur le collectif et la définition d'une cible commune. Et finalement, à partir de là, la cible commune, c'était à la fois une cible sur ce que l'on voulait faire en termes de résultats business, mais également comment on voulait le faire. Et c'est là où ce que vous disiez tout à l'heure à propos des transformations, de la culture, etc., a fait beaucoup écho à ce que je vivais, c'est-à-dire qu'il y avait une dimension technique, mais vraiment une dimension organisationnelle et culturelle très forte. Pour engager et créer cette confiance, je pense que la clé a été la transparence. La transparence et le droit à l'erreur. C'est-à-dire que très vite, on a dit ce qu'on voulait faire et comment on voulait le faire. Et de façon très régulière, on organisait des forums ou des moyens de partager l'avancée des projets auprès des collaborateurs et auprès des managers pour leur dire voilà où on en est et surtout voilà ce qui marche ou ce qui est en train de marcher ou ce qui potentiellement semble marcher et tout de suite également là où finalement on pouvait avoir fait des erreurs et là où on pensait que finalement ça ne marchait pas. C'est-à-dire la transparence, ce n'était pas juste expliquer comment on va le faire, ce qu'on va faire et comment on va le faire,
mais dans le temps, donner de la visibilité à ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, et pouvoir prendre des décisions pour remettre en cause des choix passés. Il a fallu à peu près, je pense que pendant au moins un an et demi, les patrons de BU acquiesçaient gentiment tout en continuant à faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Et finalement, ce n'est qu'après au moins 2 ans, je dirais, que les investissements techniques qui avaient été réalisés ont permis d'aborder les clients différemment, ont permis de mettre sur le marché des innovations qui n'avaient jamais été mises sur le marché. Et du coup, petit à petit, on donnait confiance aux BU managers qui étaient rentrés dans le jeu. Et là, je suis assez insistant sur le fait que, en fait, on n'a pas essayé de forcer les choses pour les BU qui souhaitaient rejoindre le projet, entre guillemets, ou ne souhaitaient pas rejoindre le projet. On a un petit peu laissé la main aux BU managers pour décider ce que ces BU souhaitaient s'approprier pour leur propre business et ce qu'elles ne souhaitaient pas faire. Donc, quelque part, les BU managers étaient un peu dans une transformation à la carte. Le groupe mettait en œuvre de nouveaux moyens, de nouveaux outils, une nouvelle infrastructure digitale, et également, on avait créé au moment de la création de Six Sense, on avait mis en place des fonctions très importantes, notamment sur le marketing et sur la communication, pour pouvoir faire du marketing stratégique, mettre en place du product management, pour pouvoir bien déployer ces innovations sur le marché, comprendre les besoins des clients, etc. Tout ça, c'était des approches totalement nouvelles. Et en fait, on s'est essayé sur ces approches sur des segments d'activité qui ne concernaient pas toutes les BU. Je me suis inspiré en fait d'une expérience qui datait d'il y a 20 ans, quand j'étais directeur d'usine dans l'automobile et que le lean management est arrivé dans les usines. On prenait des ateliers pilotes, les volontaires et les personnes qui avaient, j'allais dire, une ouverture au changement. Et c'est avec eux qu'on mettait en place les premiers ateliers pilotes et les autres voyaient que ça marchait et du coup voulaient rejoindre le mouvement. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai agi avec les patrons de business. J'avais le loisir de le faire. Encore une fois, il n'y avait pas une urgence absolue à changer, c'était une motivation pour faire différemment. Et assez vite, pour les BU qui sont rentrés dans cette logique, elles ont vu qu'elles étaient capables de mettre sur le marché des innovations et de déployer de nouveaux services qu'elles n'avaient pas été capables de mettre en œuvre auparavant. Et qu'en fait, pour elles, c'était tout bénéf sur, et chez Vinci, c'est très important parce que quand on est patron d'une BU, on est vraiment évalué sur la performance et le résultat financier de sa BU. Et dès que les premiers ont vu les bénéfices concrètement de ce changement, petit à petit, les autres ont rejoint le mouvement. Et c'est à ce moment-là, ça c'est important aussi, c'est quand les premiers résultats ont été visibles dans le business qu'on a pu passer à l'étape, j'allais dire, sortir la grosse artillerie et là travailler sur des aspects beaucoup plus macro qui étaient la culture, la raison d'être, les valeurs et tout ce qui permettait d'embarquer le collectif. Mais pour que ce collectif prenne sens, il fallait d'abord avoir la preuve que ça marche. Sur des exemples très concrets, un petit peu, je dirais, par échantillonnage, si je puis dire. Donc, le processus de mise en œuvre a duré à peu près un an et demi. Les premiers résultats sont arrivés à peu près après 2 ans, entre 2 et 3 ans. Et c'est à ce moment-là, justement, que je me suis intéressé à la question de culture, parce c'était le moment où il fallait passer d'une culture multi-entité, multi-BU, multi-entreprise, à une marque unique. Mais il fallait aussi que les gens et les collaborateurs puissent se projeter dans cette marque, qu'elle ait du sens et qu'elle signifie quelque chose, qu'elle représente quelque chose de tangible dans lequel ils pouvaient se projeter. D'où cette démarche un peu en 2 étapes, si je puis dire. Alors, je reviens à la première étape avant de faire la deuxième. Ce que je trouve très intéressant, Pascal, dans ce que vous expliquez, c'est la tactique que vous avez utilisée. C'est-à-dire que ce que je comprends, c'est que vous êtes dans une culture
à l'époque, qui est toujours existante, des gens qui sont très autonomes et patrons de leur business unit, responsables, accountable, comme on dit, de leurs résultats, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous puissiez, qui voient en quoi ils vont y gagner, en fait, qu'est-ce que ça va leur apporter. Mais deux, vous auriez pu faire de manière autocratique. Ce qui aurait, à mon avis, comme tactique, aurait été contre-productif parce que ce n'était pas la culture. Il y avait un rejet d'autorité, enfin, entre guillemets, il risquait d'avoir un rejet d'autoritarisme ou d'autorité. Et vous auriez, enfin, j'imagine que peut-être que vous auriez eu des gens qui auraient été frein debout, pied sur le frein pour ne pas pouvoir aller dans ce sens-là. Donc, je trouve que l'intelligence de situation que vous avez eue, Pascal, c'était de se dire, OK, je vais faire d'abord peut-être un POC, une proof of concept, donc c'est vraiment trouver des ambassadeurs, des gens qui sont ouverts, comme vous dites, à pouvoir changer, qui ont compris, etc. Donc s'appuyer sur cela, générer des résultats pour que les autres puissent suivre, mais aussi le faire de manière, OK, c'est à la carte, c'est-à-dire c'est vous qui êtes responsable, vous choisissez ce que vous voulez, vous avez la possibilité. Donc comme ça, c'est responsabilisant en fait, c'est par rapport et parce que vous êtes appuyé sur ce qui était la culture d'entreprise à l'époque, c'est-à-dire vous êtes dit, j'imagine, si j'impose les choses, ça va être une catastrophe. Donc, je ne vais pas imposer, je vais être dans cette culture-là, m'appuyer sur ce qui est acceptable, plutôt séduire que contraindre, en fait, si j'ai bien compris, Pascal. Absolument. Et ça, alors vous le dites, vous avez tout à fait raison, c'était vraiment un point, je dirais, stratégique de la réussite. C'était de s'adapter à la culture du groupe Vinci. Et pour moi en particulier, qui venait de grands groupes industriels très centralisés, ça a été une vraie courbe d'apprentissage. J'avais jamais évolué dans un monde où finalement, c'est pas le patron qui a raison, c'est celui qui est sur le terrain et qui fait. Chez Vinci Construction, c'est sur le terrain que ça se passe, c'est dans les chantiers. Et donc, dans la culture, le patron, il est là pour aider les chantiers à faire, mais c'est les chantiers qui décident. Parce qu'un patron qui n'est pas sur le chantier ne peut pas décider, puisqu'il ne sait pas ce qui se passe sur le chantier. Donc ça, c'est juste la culture dans laquelle on se trouvait. Et j'ai vite réalisé qu'en fait, quelque part, si je peux le dire d'une certaine manière, ce n'était pas moi qui décidais. Je pouvais décider, mais si les patrons de business ne voulaient pas faire, c'est eux qui auraient raison à la fin. Et j'arrivais en plus dans un contexte où les patrons de business eux-mêmes, on leur avait plus ou moins imposé de rejoindre le groupe Six Sense. Donc ce pacte que j'ai fait avec eux, qui est de leur dire, je vous laisse gérer votre business comme vous le faisiez, et moi je vous apporte quelque chose de plus. Donc on ne vient pas changer les fondamentaux de vos succès passés, on ne vient pas changer l'ADN de vos entreprises, on vient juste vous apporter un complément et un nouveau cadre de fonctionnement qui vous permet d'aller chercher des opportunités que seul vous ne seriez pas capable de mettre en œuvre. Et encore une fois, ça n'a été que par la preuve de l'exemple que ça a marché, parce que le discours, pendant au moins 2 ans, était entendu, mais n'était pas cru, n'était pas pris véritablement pour argent comptant. Et j'avais beau leur dire, mais toutes les, j'allais dire, ayant à titre personnel moi-même été dans pas mal d'industries où les technologies, les avancées technologiques avaient vraiment rebattu les cartes, j'avais beau leur dire, mais attendez, un jour, vos métiers vont changer quand même, ce discours-là ne passait pas. Voilà. Donc, ça veut dire que vous êtes… Ce qui faisait autorité, puisqu'on parle de leadership, en fait, qui fait autorité pour cette culture-là, c'est le faire, en fait. Donc, c'est faut que tu me prouves que ça fonctionne, en fait. C'est ça aussi que vous avez dû vous adapter, vous, parce que c'est pas parce qu'on explique que ça sera mieux demain que ça va le faire. Il faut s'habiller sur qu'est-ce qui fait autorité. C'est quoi le leadership et la culture, c'est qu'est-ce qui fait autorité. Et ben là, en l'occurrence, c'est c'est comme Saint Thomas, et on croit que ce qu'on voit et ce qui a un effet direct sur le faire, sur mes clients, sur ce qui fait autorité pour cette entreprise et cette culture, en fait. Donc, c'est important de vous être appuyé là-dessus et d'avoir compris ça. Donc, je reprends le fil de l'histoire. Donc, on est en phase 1, vous faites la proof of concept.
Ça fonctionne, vous avez engagé, et là, vous passez en phase 2. Vous vous dites maintenant, il va falloir quand même qu'on puisse peut-être créer une culture commune, redescendre d'un étage et voir comment ça se passe pour l'ensemble du groupe. Alors, comment ça se passe à cette étape-là, Pascal? Alors, à ce moment-là, on est quand même confronté à un projet finalement qui n'est pas juste un projet interne des réorganisations et qui n'est pas non plus juste un projet dans lequel il faut développer de nouveaux assets techniques, un nouvel outil technologique qui sont les plateformes digitales, mais il faut également montrer comment cette transformation interne impacte notre manière d'aborder le marché et d'aborder les clients et de délivrer les services. Et là, en fait, très vite, on est rentré dans une, je dirais, ça a été, là pour le coup, ça a été un parti pris de dire Six Sense se doit d'être une entreprise axée sur le digital et sur l'innovation, sachant que tous les services historiques qui avaient été construits et qui étaient les projets qui étaient réalisés pour les clients, encore une fois, de par le monde, n'avaient pas forcément, on était encore dans le monde des travaux et de la maintenance des infrastructures, on n'avait pas encore toutes les capacités qu'on a aujourd'hui avec l'IoT, hein, les Internet of Things, ce qu'on appelle aujourd'hui les infrastructures connectées. C'était un concept qui n'était pas encore matérialisé. C'est d'ailleurs les infrastructures connectées, quelque chose qui commence à devenir une réalité aujourd'hui. Quand on a démarré ce projet, on avait presque 10 ans d'avance. Donc là, on a beaucoup travaillé sur, très vite on s'est dit, pour que ce projet fonctionne, il faut aussi l'accompagner sur cet aspect de culture, mission, raison d'être. Donc là, on a fait de la formation sur comment définir des projets d'innovation, sur le product management, sur les propositions de valeur, sur le marketing. En fait, je me suis inspiré de tout ce que j'avais plus ou moins appris dans le monde de la tech en termes de mode de fonctionnement, et on a essayé d'adapter ces modes de fonctionnement issus de la tech au monde du BTP. Et on a tout de suite eu la discussion sur qu'est-ce que ça veut dire. Dans cette transformation, qu'est-ce qu'il faut que l'on garde et qu'est-ce qu'il faut que l'on ajoute en plus. Et à aucun moment, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'il faut que l'on retire? C'est-à-dire qu'on a beaucoup capitalisé sur le passé, les réussites du passé, ce qui définissait les entreprises dans le passé, et on a cherché en permanence à reconstruire quelque chose de nouveau qui allait puiser dans les racines de ce qui parlait aux gens. On n'essayait pas de défaire pour refaire. On essayait de faire différemment. Et ce qui a été finalement, je pense, un déclencheur important, c'est que assez vite, sur les marchés sur lesquels on opérait, l'image de Six Sense s'est construite sur justement ces aspects d'innovation et de digital. Et on est devenu une ingénierie du BTP spécialisée dans le digital. Même si, quand on ouvrait le capot, la transformation, on n'en était qu'au début de la transformation digitale. Mais en termes de capacité à se présenter sur le marché, on a relativement vite réussi à créer cette image. Et donc, derrière, le sujet, ça a été aussi l'alignement entre la transformation interne vers l'interne en adéquation avec la manière dont on se positionnait sur le marché et la manière dont ce positionnement sur le marché, surtout, répondait aux aspirations des clients. Parce qu'on avait aussi des clients qui étaient dans leurs certitudes historiques, mais qui voyaient bien qu'autour d'eux, le monde changeait.
qu'autour d'eux, on était capable, on parlait il y a 7-8 ans, on ne parlait pas encore autant d'intelligence artificielle, mais il y avait quand même énormément de nouveaux outils qui étaient mis à disposition pour traiter des données, pour, on appelait ça le big data à l'époque, ou les data analytics, pour exploiter des données, les interpréter, prendre des décisions, mise en place de tableaux de bord, du Power BI derrière, etc. Donc, les gens voyaient bien qu'il y avait de nouveaux outils qui apparaissaient, qu'il y avait de nouvelles technologies qui permettaient de faire différemment. Mais il fallait comprendre comment ces nouvelles technologies pouvaient s'intégrer dans les procédés. Et finalement, on est arrivé à créer une image de marque où cette notion de digital pour la construction et de digital pour le BTP a pris corps. Et donc, ça a été vraiment cette dualité interne-externe qui a permis, j'allais dire, de booster le projet. Parce qu'à partir du moment où nos commerciaux se retrouvaient face à des clients qui en fait étaient demandeurs de services Sixense, parce que les clients se disaient « Ah oui, avec Sixense, on va pouvoir potentiellement faire certaines choses qu'on ne savait pas faire jusqu'à présent », ça donnait envie aux clients, ça donnait envie aux commerciaux, et derrière, ça créait, on rentrait dans un cercle vertueux qui créait de l'envie, de la motivation et qui permettait d'avancer. Donc, vous avez raison, c'est l'acceptation du marché et la demande du marché, en fait, qui a aussi contribué. On parle d'acteurs extérieurs, en fait, donc ça en fait partie. Il y avait la volonté intérieure de pouvoir changer, mais il y avait aussi la validation, heureusement, du client, du marché qui était prêt à ce moment-là. Alors, qui peut-être, mais comme vous le disiez tout à l'heure, n'était pas informé de tout ce qui était possible et faisait leur cheminement aussi. Mais il y avait, j'étais juste au bon moment en fait. C'est ça, c'est que s'il n'y avait pas eu ça, vous auriez été oui. ou voilà, c'est Voilà. aussi la difficulté quand on arrive trop tôt et qu'on est innovant. On peut avoir des freins et tout peut capoter alors qu'on a peut-être raison dans le fond, mais qu'on est trop tôt sur le marché en fait. Oui, et en plus, le BTP est quand même un secteur qui met énormément de temps à se digitaliser. Moi-même, quand j'ai pris mes fonctions, je pensais qu'au bout de 4-5 ans, les choses auraient vraiment basculé de manière beaucoup plus significative dans le digital. Et en fait, aujourd'hui, dans le BTP, quand on parle du BTP, le digital est toujours mis en œuvre sous forme de POC. Il n'y a pas encore eu vraiment de passage à l'échelle vis-à-vis du digital dans le BTP. Alors là, je pourrais en parler pendant très longtemps. Il y a énormément, je dirais, d'obstacles dans le BTP pour pouvoir se transformer avec les outils digitaux. Mais là, on sortirait un petit peu du cadre. Ce qui est fondamental, je pense, c'est deux choses. C'est d'abord, la dimension business. C'est-à-dire qu'au départ, le projet avait du sens parce qu'il pouvait servir le business dans le sens où ça permettait de gagner des parts de marché, ça permettait de faire quelque chose que les concurrents ne savaient pas faire ou ne pouvaient pas faire. Et finalement, ça permettait d'améliorer la croissance et la profitabilité. Donc ça, c'est ça qui légitimait le projet. Il n'y avait pas du tout, je dirais, d'enjeu stratégique pour dire « Ah, si on ne va pas dans le digital, on va se retrouver en arrière de nos concurrents » parce que le BTP ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'était très concrètement en quoi ce projet va servir le business. Premier point. Deuxième point, une fois qu'on passe au lancement des projets, etc., comment les clients réagissent. Et est-ce qu'effectivement, les clients, est-ce qu'on est en phase avec leurs attentes? Est-ce qu'on répond à leurs problématiques et à leurs besoins? Et est-ce qu'on y amène les bonnes réponses? Et c'est ce que vous disiez à l'instant, c'est là où on a eu, je dirais, la confirmation sur certains sujets qu'on était sur la bonne voie et en même temps, sur d'autres sujets, que ça ne prendrait pas et que ça ne prendrait surtout pas dans l'échelle de temps qu'on s'était donné. Il y avait notamment, quand on parle du digital sur le BTP, tout un aspect sur la
la réalité virtuelle, par exemple, à un moment, il y a quelques années, quand notamment Meta a lancé son métaverse, etc., on pensait que dans le BTP, on pourrait se promener avec des casques virtuels et faire les choses différemment en utilisant de l'information en temps réel pour ajuster les gestes, etc., etc. Et on pensait que peut-être la réalité virtuelle allait changer un petit peu, allait pénétrer le monde de la maintenance du BTP. Pas du tout. On avait également lancé certaines idées autour du traitement d'images, acquisition de données, de certains types de données d'image, etc., avec des investissements conséquents qui avaient été faits sur ces innovations-là et qui finalement n'ont pas du tout prise. Donc, il y a eu assez vite quand même, au bout de 2-3 ans, une étape qui a consisté à dire on fait le tri entre ce qui va prendre et ce qui ne va pas prendre. Et ce qui ne va pas prendre, ce n'est pas forcément qu'on a tort, mais c'est comme vous le disiez, qu'on est peut-être trop tôt par rapport aux attentes du marché. Et donc, cette adéquation systématique, je disais tout à l'heure, vis-à-vis de l'interne, il fallait régulièrement présenter l'avancement du projet et montrer ce qui marchait et ce qui ne marchait pas et montrer qu'on était capable de prendre des décisions. C'était exactement la même chose vis-à-vis de l'externe. C'est-à-dire que vis-à-vis de l'externe, il fallait qu'on soit vraiment, j'allais dire, clairvoyant et objectif pour rester sur les créneaux qui correspondaient à ce que les clients attendaient et ne pas avoir peur de laisser tomber ce sur quoi les clients ne réagissaient pas. Sachant qu'encore une fois, les clients eux-mêmes étaient un peu dans le flou, puisque leur stratégie digitale n'existait pas, leur stratégie de transformation propre n'était pas un sujet. Donc, on avançait un petit peu à tâtons, et je dirais, cette capacité à se remettre en cause aussi en permanence, tous les 6 mois, on refaisait un point sur l'état des lieux et est-ce qu'on faisait fausse route ou pas. Et il a fallu quand même au moins 3 ans pour trouver le modèle et à ce moment-là, passer à, je dirais, une transformation de masse qui embarquait toutes les BU, qui embarquait tous les collaborateurs et dans laquelle tout le monde se retrouvait. Et aujourd'hui, on est, j'allais dire, 6 ans plus tard, ben finalement, il a bien fallu 5-6 ans pour avoir cet alignement entre la mission, la raison d'être, d'un côté, de l'autre côté, la culture qui permet d'accompagner les comportements et les modes de fonctionnement qui vont dans ce qu'on veut faire, l'image de marque de la société, la notoriété ou l'image de la société, l'image de la marque sur le marché et les résultats commerciaux. Tout cet ensemble cohérent, il aura bien fallu 5-6 ans pour le bâtir. Alors, vous soulevez une question intéressante, quelque chose d'intéressant, Pascal, c'est parce que moi, j'ai souvent ce frein-là qui peut être là, c'est la différence entre le court terme et le moyen terme et la vision au long terme. Il faut avoir ce temps-là. Il y a beaucoup d'entreprises qui me disent, nous, on ne va pas s'attaquer à la culture d'entreprise parce que c'est très long. Et parce que s'il faut attendre 6 ans pour que ça fasse les effets, donc on oublie, on occulte cette partie-là. Qu'est-ce qui se serait passé si vous aviez, alors vous avez choisi de vous attaquer à ce chantier-là et vous allez nous expliquer comment, mais qu'est-ce qui se serait passé à votre avis si vous ne l'aviez pas fait en fait? Pourquoi c'est important pour vous de travailler sur la culture pour pouvoir, pourquoi c'est important? Vous auriez pu dire, non, on laisse tomber et on continue comme ça, mais pourquoi c'est important? Je vais juste vous donner un exemple qui est un exemple qu'on m'a ressorti très longtemps, pendant très longtemps quand j'ai pris mes fonctions. Ça se passait en Angleterre, donc une des sociétés vraiment qui était une des sociétés historiques de Six Sense, qui probablement génère la société qui génère le plus de volume d'activité, s'appelait Soldata. Quand les gens de Soldata sont devenus Six Sense et se sont retrouvés face à leurs clients, ils sont allés chez les clients en disant voilà, nous sommes Six Sense, et les clients ont dit oui, mais de toute façon, nous ne travaillerons jamais avec Six Sense, on ne travaille qu'avec Soldata. Voilà. C'était ce genre d'obstacles auxquels on était confrontés. Donc, à partir de ce moment-là, soit on décide de redevenir Soldata et on abandonne le projet, soit
si on veut, comment dirais-je, que le projet réussisse, bah, il faut arriver petit à petit à ce que dans l'inconscient, Soldata se transforme en Six Sense. Et ça passe justement par Alors, ça ne veut pas dire qu'il fallait faire disparaître la marque Soldata, mais il fallait faire émerger la marque Six Sense. Jusqu'au jour où, au bout du bout, tous les collaborateurs et les patrons de business se présentent comme Six Sense avec la même fierté et le même engagement que lorsqu'ils étaient une autre entreprise X ou Y. Et on avait, je le disais, en France, on avait 7 marques différentes, 7 entreprises différentes, et toutes ont été rebrandées sous le nom Six Sense. Donc, on n'avait pas d'option. Il fallait que Six Sense puisse incarner quelque chose. Il fallait que Six Sense puisse redevenir l'élément dans lequel les collaborateurs puissent se projeter. Sans quoi, la machine était immédiatement grippée. Donc, en fait, on n'avait pas le choix. Pascal, alors, avant de reprendre la question de Yves, qui est extrêmement intéressante, la spirale dynamique dans tout ça, vous en avez fait quoi, en fait? À quel moment elle est intervenue? En fait, comme je disais, on s'était rencontrés il y a 2 ans, donc la transformation, elle avait déjà été bien entamée. Moi, ce qui m'avait interpellé quand j'avais assisté à votre masterclass, c'était tout ce que vous décriviez, j'avais l'impression de l'avoir vécu. Donc, du coup, et c'est arrivé au moment où finalement, c'est l'étape que je décrivais tout à l'heure, où le marché commençait à réagir. Donc, c'était le moment où il fallait passer à la vitesse supérieure. Et donc, alors je ne sais pas si tout le monde connaît la spirale dynamique, mais en fait, il y a plusieurs niveaux culturels, niveaux de culture. Il n'y a pas des mauvais niveaux ou des bons niveaux, chacun est sur un niveau différent. Ça nous a permis de mettre en évidence que chaque BU, chaque entreprise était à un niveau qui lui était spécifique, que toutes les entreprises n'étaient pas du tout dans le même niveau de maturité sur ces aspects de culture, et qu'au-delà de l'existant, on pouvait faire évoluer, créer une culture commune qui ne reniait pas la culture de chacune des entreprises, mais finalement, et c'est ça la spirale dynamique, on est dans un modèle un peu intégratif et cumulatif, où chaque fois qu'on passe d'un niveau de maturité à un autre, on garde tout ce qu'on a construit à date et on le fait fructifier avec l'étape supérieure. Et donc, du coup, ça faisait un écho formidable avec le vécu des collaborateurs, mais aussi des patrons de BU. Il y a une sorte de déclic quand j'ai présenté la spirale dynamique à l'ensemble des managers de Six Sense, donc environ une quarantaine de personnes. Il y a une sorte de déclic où tout le monde a dit « Ah oui, mais bien sûr, c'est ça. On était là et on va là. » Ça nous a permis aussi de définir par rapport à la culture qui était encore émergente au sein de Six Sense, ce sur quoi on devait mettre l'accent aussi pour, j'allais dire, favoriser certains comportements, notamment le sujet de la collaboration, de la coopération et des synergies qui était un sujet très, très compliqué chez nous, puisque toutes les entreprises travaillaient en silo. L'idée de travailler dans un mode coopératif, c'était un changement culturel. Donc, en fait, ce n'était pas de la culture cosmétique, on était vraiment sur des attitudes et des comportements. Et moi, alors là, j'en suis intimement convaincu, hein, cette fameuse phrase, la culture mange la stratégie de Peter Drucker, oui. Voilà. La culture mange la stratégie, culture eats strategy for breakfast. Donc, voilà. La culture mange la stratégie à son petit déjeuner, en fait. Et que si, en fait, à la base, on n'avait pas ce volet sur la culture, la stratégie, elle pouvait être très pertinente, mais si elle ne se traduisait pas dans les actes et les comportements des personnes et leurs valeurs aussi, le projet n'aurait jamais été ce qu'il était.
Mmh. Oui, parce qu'on est bien dans les systèmes de croyance. On est un peu plus dans les comportements. Enfin, on est dans les comportements qui est la face, immergée de l'iceberg, mais on va travailler et vous avez travaillé sur les systèmes de valeurs aussi, sur, changer ces et quand on dit système de valeurs et croyances, ça veut dire que derrière, on va changer ses comportements de manière vraiment, vraiment incarnée et pas seulement, comme vous le disiez, de manière cosmétique. Donc merci pour cette prise de conscience qui a été faite et qui vous a permis de faire ces éléments-là, de faire ce travail-là, en fait, en tout cas de prise de conscience et de se dire voilà vers où on va et voilà où est-ce qu'on d'objectiver les choses. Alors je reprends la question de Yves. Quels freins avez-vous rencontrés auprès du terrain? Alors là, on parle donc des niveaux hiérarchiques inférieurs, hein, c'est-à-dire une fois que vous avez fait ce travail au niveau des patrons de BU, il faudrait redescendre aussi. Quels ont été les facteurs clés de succès pour les surmonter? C'est-à-dire quand on redescend au niveau des collaborateurs, qu'est-ce qui s'est passé? Ou des managers intermédiaires et les collaborateurs, comment vous y êtes pris? Alors, en fait, il faut revenir au point que j'ai évoqué au départ, qui était qu'en fait, chaque business unit fonctionne comme une PME autonome et indépendante. Donc, au niveau de la BU, le BU manager, il incarne dans sa totalité la direction de l'entreprise. Il y a peut-être un étage au-dessus au niveau du groupe, mais au quotidien, la BU qui se trouve en Australie, ce ne sont que des Australiens qui ne travaillent que en Australie. On est sur des métiers du BTP, donc qui sont vraiment sur le territoire local. On n'est pas dans un modèle organisationnel mondial, comme par exemple l'automobile, avec une supply chain à l'échelle planétaire. On est sur des projets locaux. Donc, le monde des collaborateurs, c'est leur entreprise de 35, 40, 50 personnes dans leur culture locale, dans leur pays local, avec leur savoir-faire local. Et le référent pour cette équipe, il n'y en a qu'un, c'est le patron de cette entreprise. Donc en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, moi je n'ai pas vraiment rencontré d'obstacles vis-à-vis des collaborateurs du terrain, j'ai surtout rencontré des obstacles vis-à-vis des patrons d'entreprise qui, pour le coup, disaient « mais pourquoi faut-il changer ?» Et d'ailleurs, qu'est-ce qui me prouve que les changements que vous voulez initier sont les bons? Donc, c'est vraiment au niveau des BU managers qu'il a fallu œuvrer. Et le seul moyen pour les convaincre, ça a été la preuve par l'exemple. Et ce qui était intéressant aussi, notamment sur les filiales internationales, hein, donc il y a à peu près un peu moins de 1000 personnes chez Sixsense, on va dire la moitié en France, la moitié à l'international. Ce qui était intéressant, notamment pour les filiales à l'international, c'est qu'elles avaient toutes construites leur typologie d'activité, propre à leur marché, propre à leurs clients, propre à leur région géographique. La manière dont on travaille aux US, ce n'est pas la même manière, c'est pas la même chose que aux Émirats arabes ou en Australie. Donc, chacun avait créé son petit monde. Et là aussi, c'était ce qui était dit tout à l'heure, c'est qu'on donnait la liberté à chacun des chefs d'entreprise de choisir dans ce que le groupe pouvait désormais offrir, ce qui allait leur servir à eux sur leur business local. Donc, si en France, on avait 7 entreprises différentes, c'est-à-dire 7 métiers spécifiques, et on essayait donc de créer des synergies, des ponts entre ces différents métiers. À l'international, certaines BU ne portaient que 1 ou 2 métiers, pendant que d'autres en portaient 3 ou 4. Donc, à l'international, le BU manager pouvait se dire « Ah, mais là, moi, je sens que pour mon marché, ce type de service, ce type de métier, ce type de technologie peut être utile, donc je vais m'en emparer et je vais le mettre en œuvre sur mon territoire. » Et il y avait à la fois la preuve par l'exemple et laisser au BU manager les marges de manœuvre pour implémenter cette transformation dans un modèle qui lui convient et dans un modèle qui a du sens pour leur marché local. Il n'y avait pas de recette universelle. Ça, c'est important, effectivement, Pascal, il n'y a pas de recette universelle. Ce que je retiens de ce que vous dites, c'est que dans toute transformation, ça, par contre, ça peut être une recette universelle. Et comme j'ai l'habitude de dire, mais c'est comme l'escalier, on balaye par le haut, en fait. C'est-à-dire que l'acceptation
elle est souvent, quand elle descend, elle est beaucoup plus importante que le niveau en haut. Donc, si on n'arrive pas à convaincre les comités de direction premiers de changer leur comportement, d'être là-dessus, d'être vraiment moteur de cette transformation-là, c'est pas la peine de redescendre en bas parce que de toute manière, on n'y arrivera pas. En fait, moi, c'est l'expérience qui parle entre guillemets. Et pourtant, des fois, les gens disent, mais attendez, c'est les managers intermédiaires qui vont freiner, etc. Certes, mais souvent, c'est aussi quelque part, même si c'est moins dit, même si c'est plus larvé, c'est souvent effectivement le comité directeur qui doit, lui, incarner cette transformation, être vraiment partie prenante, alignée avec ça et l'incarner, parce que si eux ne le sont pas, il ne se passera rien au niveau des managers, ou en tout cas, ça se ressentira tellement que personne voudra bouger tant qu'il n'y a pas cette notion d'exemplarité au niveau du top management. Oui, alors ça vous faites très très bien de le noter, ça a été aussi un sujet très important de recréer au niveau de comité de direction un groupe, j'allais dire, homogène, où finalement le référentiel de fonctionnement ou le référentiel de pensée n'était pas juste un référentiel vertical entre un patron de business et ses équipes, mais, j'allais dire, d'abord et avant tout, un référentiel entre les patrons de business qui pouvaient se faire confiance entre eux, qui pouvaient travailler ensemble et par cet exemple, montrer à leurs collaborateurs que c'était possible de travailler sur le terrain, au niveau des équipes. Par rapport à la question qui était posée par Yves tout à l'heure, effectivement, s'il y avait sur le terrain un problème, c'est que finalement, les collaborateurs ne savaient pas travailler avec leurs collègues des autres BU. Et donc, sur le terrain, créer cette capacité à travailler ensemble sur des offres communes, à parler à plusieurs à un même client, à travailler en équipe sur un projet qui était co-construit entre BU, etc., etc., ça, c'était une vraie nouveauté. Mais c'est l'exemplarité du comité de direction qui a permis aussi de créer cette dimension transverse, si je puis dire, ou horizontale sur le terrain entre les différentes BU. Et qui a été un vrai changement pour le coup de paradigme en fait, hein, c'est ce que vous dites, on s'est désiloté. Parce que ce que vous expliquez au niveau des BU, on retrouve souvent dans l'entreprise où on retrouve des silos entre services en fait. Donc c'est la même chose, si entre services il n'y a pas cette volonté de coopération parce qu'en top management il n'y a pas forcément cette volonté de coopération, ça va être compliqué de le mettre en œuvre. Donc vous avez vraiment désiloté par le haut cette organisation en changeant ce mindset en fait qui était de passer de l'organisation très verticale à quelque chose de beaucoup plus coopératif et collaboratif. Alors pour finir, parce que le temps passe très vite et c'est passionnant Pascal, juste si on doit, et là je m'adresse au CEO, donc qu'est-ce qu'il faut être, c'est quoi le comportement de leadership vous avez qui doit être, si on doit retenir 3 points qui est important quand on doit mener et qu'on est le CEO d'une boîte et qu'on doit mener ces transformations-là. Vous avez parlé tout à l'heure de transparence et c'est extrêmement important. Mais est-ce qu'il y a aussi 2 autres points qui vous semblent plus importants, qui sont vraiment des clés de succès quand on est CEO pour mener ce type de transformation, qui sont des transformations importantes et comme on l'a vu avec à fort enjeu. Alors, en particulier dans ma situation, moi je venais de l'extérieur sur un monde qui était déjà forgé, dans un monde qui était déjà formé. Donc, le deuxième point qui a été essentiel, ça a été de comprendre l'environnement et la culture dans laquelle j'intervenais et de ne pas aller à rebrousse-poil vis-à-vis de cette culture et de ce mode de fonctionnement, mais de voir comment capitaliser sur les aspects positifs et les atouts déjà existants pour construire l'étape d'après. Et il y avait vraiment un risque de dire le digital est un sujet, est un vecteur de disruption. Donc, de toute façon, l'ancien monde va disparaître, c'est le nouveau monde qui va prendre le dessus. Et ça, je l'ai déjà vécu dans d'autres entreprises. Et ça, on court à la catastrophe. Donc, le deuxième point, au-delà de la transparence, ça a été vraiment de mettre les réussites historiques au centre du jeu et de dire cette recette-là, elle doit continuer à exister et il faut continuer à la faire vivre. Et cette recette, ça reste encore aujourd'hui la clé du
succès, même si le succès ressemble à quelque chose de différent. Donc ça, c'était le deuxième point, c'était vraiment prendre conscience du monde dans lequel j'arrivais et de la manière dont il fallait aborder cet aspect-là. Et le troisième point qui en découle directement, c'était d'écouter et de beaucoup écouter, et plus, j'allais dire, d'œuvrer en conseillant et en se donnant aussi à soi et aux autres le droit à l'erreur. À partir du moment où on est transparent et où on est capable de faire des choix, on a aussi le droit de se tromper. Donc le droit à l'erreur, et encore une fois, tout ça, c'est issu du monde de la tech, hein, puisque fail fast, etc., c'est vraiment les motos classiques de la tech. C'était introduire tous ces comportements-là dans le monde du BTP. Merci Pascal, merci pour cette synthèse et merci pour cette histoire vraiment très très passionnante de réussite, de transformation avec ces 3 éléments. J'espère que ça vous donne des clés parce que c'est vraiment, moi j'en revois, ça résonne beaucoup parce que je revois des transformations qu'on a menées et celles qu'on utilise, ça remet aussi l'église au milieu du village. Donc, merci Pascal pour ce témoignage. Je vous dis à tous et à tous, je vous souhaite un excellent été. Ressourcez-vous bien pour que vous soyez tous en forme à la rentrée et que vous puissiez manager ces transformations-là parce que les changements, et j'allais dire l'environnement est suffisamment volatile, incertain pour qu'on puisse aussi s'adapter en permanence, et c'est ce qu'on est en train de vivre. Donc, vraiment, un bel été à toutes et tous. Et puis, je vous donne rendez-vous à la rentrée pour parler engagement, pour parler performance et pour parler quel est le leadership qu'on a besoin pour continuer à engager les collaborateurs dans des transformations ou dans la performance. Donc, merci Pascal encore. Merci à vous. Très bel été aussi. À très bientôt. Au revoir, merci.